Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de comment choisir un PC. J'enregistre cette vidéo au mois de février 2014. C'est une présentation que ça fait plusieurs fois que je reporte, c'est vrai. Et il se trouve que j'ai encore eu la question pas plus tard qu'hier, donc j'ai dit il faut absolument que je sorte cette vidéo pour vous aider. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir un PC? D'abord, un PC, c'est composé d'un certain nombre d'organes. On va trouver le processeur, la mémoire, le disque dur, la carte vidéo, l'écran. Alors l'écran, je n'aborderai absolument pas du tout le choix de l'écran parce que le choix d'un écran, c'est plus, je dirais, un choix d'usage et un choix de taille. Après, c'est vrai qu'il y a des écrans qui sont meilleurs que les autres, mais c'est pas le but de cette présentation. On va uniquement parler de la boîte noire qui est le PC. Alors, prenons la première chose, le processeur. En termes de processeurs, aujourd'hui, on a deux grands fabricants de processeurs. Je parle pour des PC d'entreprise et non pas pour le PC à la maison ou le PC qu'on peut trouver dans des zones de production. On va trouver Intel et AMD qui sont les deux grands concurrents depuis toujours. Aujourd'hui, on peut dire que la course au gigahertz est complètement terminée et on est parti plutôt dans ce qu'on appelle une course au cœur, c'est-à-dire grosso modo le nombre de processeurs qu'on trouve à l'intérieur d'un gros processeur. Aujourd'hui, on va trouver des machines avec octo-cœurs, voire même jusqu'à 16 cœurs. On est sur de la bureautique, on n'est pas sur des serveurs, donc on est sur des stations de travail, donc pour l'instant on va se concentrer des machines de base. Chez Intel, on va trouver le premier modèle, c'est le i3 qui est le modèle entrée de gamme. Chez AMD, l'équivalent c'est l'AMD FEM. Les deux se valent en termes de performance et en termes d'usage, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Ensuite, nous allons découvrir l'Intel i5, qui est, on va dire, le milieu de gamme chez Intel, qui n'a rien à voir avec le i3. C'est pas un i3 boosté, c'est une architecture qui est complètement différente à l'intérieur, ce qui fait qu'il est vraiment beaucoup plus performant qu'un i3. Chez AMD, on trouve l'AMD FX dans les dernières générations, qui est presque l'équivalent du i5. C'est vrai que AMD perd un petit peu la course en ce moment sur la puissance en termes de poste de travail. Et on va se retrouver majoritairement avec du AMD FX pour pouvoir travailler en bureautique. Et enfin, l'Intel, le i7, qui est le plus gros processeur de chez Intel en termes de bureautique, même si des nouveaux sont prévus rapidement. Là, ce sont pour les machines qui ont vraiment besoin de puissance de calcul. Alors quand on parle de processeur, on parle de puissance de calcul et non pas de puissance d'affichage ou quoi que ce soit d'autre. C'est uniquement de la puissance de calcul de l'ordinateur, même s'il fait ça toute la journée. Deuxième élément stratégique dans un PC, nous allons trouver la mémoire. Alors, pourquoi c'est plus important que le processeur? Parce qu'en règle générale, les processeurs sont sous-utilisés sur les machines, sauf à certains moments donnés où on a ce qu'on appelle des pics, mais en règle générale, les processeurs sont sous-utilisés sur les machines. Aujourd'hui, le minimum du minimum du minimum, c'est 4 Go. Tout simplement, pourquoi 4 et pas 2? Parce que tout simplement, il faut pouvoir travailler. Le but d'un PC, c'est de pouvoir travailler dessus. Et 4 Go, c'est vraiment un minimum, parce que quand on regarde un PC qui a démarré, on se rend compte que quasiment juste l'OS, plus les différents petits compléments qu'on est obligé d'installer pour lire ses PDF, pour faire sa bureautique, son navigateur, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, charge rapidement les 4 Go de RAM. Et ça évite à l'ordinateur de trop swapper. Alors pour rappeler la notion de swap, c'est qu'en fait le Windows va utiliser une partie du disque dur comme étant de la mémoire vive, mais c'est beaucoup plus lent. 6 Go, c'est très bien pour faire tout ce qui est bureautique. 8 Go pour tout ce qui est bureautique avancé et un petit peu de CAO si vous avez des gens qui font de l'AutoCAD Lite, etc. Même si jamais je conseille plutôt une station de travail, mais quand c'est de l'usage non régulier, 8 Go de RAM c'est très bien. La carte vidéo. Alors, on n'est toujours pas dans les stations de travail, on est dans du PC bureautique. Alors très sincèrement, les cartes vidéo aujourd'hui qui sont fournies sur les PC, même si elles sont accolées au processeur et que des fois le processeur est utilisé pour faire l'affichage, elles sont amplement suffisantes pour les besoins de tous les jours. La seule chose qui peut être intéressante, c'est d'avoir des cartes vidéo double sortie, qui va permettre de pouvoir brancher deux écrans sur votre PC. Alors si vous avez jamais travaillé avec deux écrans
ça ne sert à rien si vous avez déjà travaillé avec deux écrans, vous connaissez comme vous êtes malheureux quand vous en avez plus qu'un seul. C'est vrai que le travail sur deux écrans permet de pouvoir faire pas forcément deux choses en même temps, parce que je suis pas très adepte de vouloir faire deux choses en même temps, mais permet par exemple de consulter des informations sur un site web d'un côté et de pouvoir faire une mise en place dans sa bureautique par rapport à une mise en page, etc. Donc à l'usage, c'est vrai que deux écrans est relativement pratique, même si c'est un petit peu l'exception dans les entreprises. Le disque dur. Alors, il faut comprendre que le disque dur classique, et non pas celui qui est en photo, les disques durs classiques qu'on appelle à plateau, c'est l'organe le plus lent de l'ordinateur. De mémoire, le ratio est de plus de 1000 par rapport à de la mémoire ou par rapport à la puissance du processeur. C'est le goulet d'étranglement, c'est vraiment la chose la plus lente qui puisse exister dans un PC, et c'est ce qui ralentit vos PC. Quand vous regardez votre PC qui est en train de démarrer, quand vous regardez votre PC, vous êtes en train de travailler, vous attendez après votre PC, si vous regardez votre unité centrale, vous allez voir la petite lumière du disque dur qui clignote. C'est normal, c'est le disque dur qui est en train de travailler. Alors, trois technologies aujourd'hui de disques durs. Les disques durs à plateau, qu'on va appeler relativement classiques, ceux qui existent depuis des années. Les disques durs hybrides, qui sont un mélange en fait une sorte de mémoire, petite mémoire type SSD et un disque dur à plateau, mais ça permet vraiment d'avoir des meilleures performances. Et enfin, le super, le disque dur SSD, où c'est comme tout, une fois qu'on a essayé, vraiment on peut plus s'en passer, parce que c'est vraiment différent pour votre travail au quotidien. Les interfaces, j'en parle rapidement. Majoritairement en bureautique, on va trouver ce qu'on appelle du SATA 3. Il existe aussi ce qu'on appelle les interfaces SAS, c'est plutôt réservé aux serveurs. C'est les nouvelles générations de ce qu'on appelait à une époque le SCSI, pour ceux qui s'en rappellent. Vitesse des disques durs à plateau. Alors bien sûr, je parle que des vitesses des disques durs à plateau, parce qu'on ne rencontre pas ce problème-là sur les disques durs SSD, on est sur une autre notion. Vitesse des disques durs 4200, 5400 tours ou 7200 tours, souvent noté TPM, tours par minute. La vitesse 4200 tours, c'est à bannir complètement, ce sont des PC qui rament. On trouve ça encore sur certains PC d'entrée de gamme à moins de 300 euros. Il ne faut surtout pas prendre ce type de disque dur là. C'est la pire chose qui existe. Ensuite, nous avons le 5400 tours qui équipe la majorité des PC bureautiques. Et enfin, certains ce qu'on appelle des bureautiques avancés, on va trouver des disques durs à 7200 tours. Est-ce que ça a une vraie différence entre un 5004 et un 7200 tours? C'est à peu près 20% plus rapide. Ensuite, l'autre élément qu'on peut vous citer, c'est le cache. Je lisais récemment sur le cache que 32 mégas c'est très bien pour un PC normal, 64 mégas c'est mieux, mais c'est notamment dans le cas d'utilisation de disques durs en RAID. Mais là on rentre dans des technologies serveurs, c'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Enfin, quelle capacité pour un disque dur? Si votre disque dur c'est un PC qui est en réseau, sincèrement, 80 Go ça lui suffit amplement, puisqu'il va tout ce qu'on va installer dessus, ça va être le Windows qui prend à peu près grosso modo 30-35 Go. Ensuite, on va installer la bureautique qui va faire une dizaine de gigas. Ensuite, les applications de gestion qui vont faire 5 Go. Voilà, on arrive, j'ai pas fait le total, mais grosso modo, on arrive à 50 Go, voire 60 Go dans certains cas où il y a un peu plus d'applications. Mais sincèrement, c'est en plus 80 Go est amplement suffisant. Sachant que vous retrouvez tous les problèmes de capacité, vous allez dédier ça, vous allez stocker ça sur des serveurs. Donc sur les serveurs, vous aurez plus de place pour stocker de l'information. Pour un PC solo, c'est-à-dire à ce moment-là, on n'a pas de réseau, on a simplement un simple utilisateur, c'est vrai qu'on peut prendre un disque dur de 500 Go, vous allez trouver 500 Go, 1 Tera, 2 Tera, enfin bon, après on peut monter dans les capacités. Pour travailler, 500 Go c'est très bien, besoin de plus de place pour faire de la vidéo, pour stocker un grand nombre de photos, c'est vrai que ça peut être utile. Mais on parle bien d'un PC solo et pas d'un poste en réseau. Ensuite, quelle marque choisir? Alors en fait, choisir la marque, je saurais pas vous dire si, en termes purement de choix, si HP, Dell, Asus,
Fujitsu, et je m'excuse pour tous ceux que j'ai oubliés, sont les meilleurs. En fait, c'est pour vous, la marque n'est pas forcément l'élément le plus important. Alors, prendre du matériel qui soit de bonne qualité, de bonne facture, oui, c'est important. Ensuite, c'est plus une histoire d'utilisation. Mais pour moi, les points les plus importants sur une marque, sur la marque que vous choisissez, et là, ça ne sert plus à rien, c'est les points importants, c'est la durée de la garantie. Je conseille toujours de prendre au minimum 3 ans. Le point le plus important qu'on oublie souvent de regarder, c'est le délai de restitution du matériel dans la garantie, puisque vous pouvez très bien, par exemple, avoir une garantie de retour atelier de la machine, donc vous renvoyez la machine chez le fabricant ou chez le vendeur, et le délai de restitution est entre 5 et 10 jours, et vous vous retrouvez sans PC pendant 5 et 10 jours. Alors c'est vrai que chez les pros, on va plutôt privilégier les garanties sur site, mais c'est pareil, sur les garanties sur site, il peut y avoir quelques effets de bord, et ce qui fait que vous vous retrouvez pendant 3 jours sans PC. Le point par contre le plus important, sitôt vous commencez à avoir au moins 4 ou 5 PC, c'est d'avoir un parc homogène. Quand je dis homogène, ça ne veut pas dire forcément de toute la même marque, mais d'essayer de grouper vos achats. Si vous avez possibilité d'acheter 3 PC en même temps, achetez 3 PC en même temps. Vous aurez 3 PC identiques, vous aurez 3 PC sur lesquels la maintenance sera simplifiée, et vous aurez 3 PC sur lesquels s'il y en a un qui tombe en panne, vous pourrez facilement passer sur un autre. Un utilisateur qui est absent, l'utilisateur pourra passer d'un PC à l'autre relativement plus facilement que si jamais le parc n'est pas homogène. Et en termes de maintenance, pour vous, le parc homogène est une vraie simplification de prix. Donc nous allons parler maintenant du choix, puisque je vous ai présenté les processeurs, la mémoire, les disques durs. Voyons voir ce que je vous propose comme choix. Pour un PC d'atelier, ou pour des stagiaires, etc., un poste entre guillemets libre service où il n'y a pas des gens qui doivent travailler dessus et produire toute la journée. Alors PC atelier, c'est un cas un peu particulier, mais ce sont des PC qu'on trouve dans les ateliers et qui n'ont pas besoin d'énormément de puissance, puisqu'ils servent majoritairement à programmer des outils qui vont permettre derrière de produire. Je conseille souvent des i3, 4 Go, disque dur SATA, quelque chose de relativement basique en termes de prix et en termes de fonctionnalité, ça suffit amplement. Maintenant, passons à la bureautique simple, c'est-à-dire plutôt ce qu'on va trouver dans les bureaux. L'entrée de gamme, c'est le i5 avec 4 Go de RAM en disque dur SATA. Et c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est faire ça si vous avez vraiment pas de budget, sachant que les gens vont perdre du temps sur cet ordinateur-là. Ce que j'appelle la bureautique avancée, c'est simplement des gens qui travaillent vraiment toute la journée sur un PC et qui doivent produire toute la journée sur un PC. À ce moment-là, on va garder le i5. On va mettre 6 Go de RAM, ce qui est à mon avis le minimum aujourd'hui, et un disque dur SATA. Pour ce point-là, ensuite, on peut passer sur le i7 avec 8 Go de RAM et disque dur SSD. Et j'ai dit c'est pour faire plaisir au boss, tout simplement parce que c'est l'ordinateur plaisir. C'est un ordinateur qui est très rapide et qui est pas forcément donné aux personnes qui en ont vraiment besoin. Sachant que il y a des choses, le SSD, on va surtout trouver ça sur des portables et ça va être relativement simple à faire. Enfin, si vous voulez que les gens soient vraiment efficaces, moi je vous conseille de prendre des configurations i5 à 4 Go, toujours que je déconseille un petit peu, mais des i5 avec au moins 6 Go de RAM, avec un disque dur SSD, et votre personnel va vraiment être efficace sur ces PC-là. C'est pas de l'argent foutu en l'air, on verra après que j'ai un petit calcul sur l'argent, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer la vie, qui va vraiment leur changer la vie toute la journée, parce que tout simplement le disque dur, on s'en sert en permanence, et on travaille toute la journée avec. Alors pour petite mémoire et petit exemple, j'ai un client chez qui on a changé les postes et j'ai proposé, puisque la secrétaire travaillait énormément toute la journée, j'ai proposé à la secrétaire justement et mettre d'accord avec son dirigeant que je proposais, on mettait la machine avec un disque dur SSD et si elle gagnait du temps à la fin de la journée, il gardait le PC. Si jamais elle perdait du temps ou elle voyait pas les différences par rapport à avant, je reprenais le PC à mes frais. Au bout d'une semaine, je pouvais plus reprendre le PC. Voilà. Alors, combien coûte le temps d'attente? Donc ça, c'est le temps d'attente que votre PC démarre. Alors c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais on va boire un café. Oui, mais au bout d'un moment, la pause café commence à être longue quand même au bout de la journée. Alors, je suis parti sur un horaire SMIC. Alors, c'est l'horaire SMIC 2013. Il a peut-être changé au moment où vous regarderez cette vidéo. Peu importe. Donc, je prends l'horaire SMIC, je le divise par 60 pour avoir un tarif à la minute. Et on va dire que sur un PC du style i5 que je vous ai présenté avec 4 Go de RAM, on estime qu'il faut à peu près 10 minutes pour qu'il démarre la première année. Tous les jours. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a 225 jours ouvrés avec les RTT et les congés dans l'année, ce qui fait
Grosso modo, une perte de 502 euros pour une année, et si on met ça sur 3 ans, ça fait 1506 euros. 502 euros, c'est moins cher qu'un disque dur SSD. Mais ça, on va dire que c'est la première année. Partons sur la deuxième année. Si on est sur une deuxième année, on sait qu'un PC, de toutes les années, à cause des mises à jour Windows, à cause de différents phénomènes, est de plus en plus lent. Et au bout de 2 ans, on estime qu'un PC ralentit à peu près de 5 minutes par an. Ce qui veut dire que, grosso modo, je prends mon même tarif que j'avais tout à l'heure, et j'arrive tout à coup à 753 euros. Alors, ces 15 minutes toutes là aussi, c'est valable si jamais vous prenez un PCI 5 avec 4 Go de RAM. On est d'accord, vous allez perdre plus de temps qu'avec un PCI 5 avec 8 Go de RAM. Ou 6 Go de RAM, peu importe. Donc ça, c'est un point important. Là, cette fois-ci, on commence à atteindre des sommes. 753 euros, c'est le prix d'un PC neuf. Donc ça commence à être relativement important. Et enfin, on va dire, au bout de 3 ans, votre PC, vous savez qu'il va mettre 20 minutes à démarrer tous les matins. Il va vous faire perdre du temps toute la journée. Alors 20 minutes de pause café le matin, ça commence à être important quand même. 10 minutes de pause café, c'est jouable, mais 20 minutes de pause café, ça commence à être important. Et tout simplement, votre PC va commencer à vous coûter 1000 euros par an. Simplement en temps d'attente et en temps perdu que les gens vont passer leur journée à faire. Alors, je dis souvent que un PC, c'est 3 ans et c'est pas plus. Tout simplement parce que il y a une obsolescence programmée, c'est vrai. Windows gonfle tous les ans, rajoute des mises à jour, rajoute des patchs, des corrections de sécurité, des nouveaux drivers par rapport à différents éléments, des claviers, des souris, des imprimantes, etc. Et tout ça, ça alourdit le système. Les mises à jour logicielles sont de plus en plus lourdes. Si on jamais on change son lecteur de PDF, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus lent. Donc voilà, au bout de 3 ans, même si jamais votre PC peut durer 5 ans, dites-vous le point le plus important, c'est qu'à partir de 3 ans, votre PC va commencer à vous coûter 1000 euros par an. Aujourd'hui, on est en France, on n'est pas ailleurs. En France, la main-d'œuvre est relativement très chère. Ça vaut le coup quand même de le changer. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée.